Chers collègues, vous voulez bien regagner vos places? Bien, s'il vous plaît. Et prendre place. Merci à toutes et tous. Avant de démarrer cette séance du conseil municipal, j'aimerais saluer la présence du public venu en nombre ce soir. Heureusement qu'on est ici et pas en salle de mariage, on aurait été particulièrement serré. Et puis un petit salut amical pour les anciens élus qui nous ont rejoints ce soir. Daniel, Tania, et j'ai vu personnage emblématique, historique de la commune, Christian et André, à qui ça rappelle de bons souvenirs, cette salle, je suppose. Je sais pas. Voilà. Euh, Bien, on va pouvoir démarrer cette séance du conseil municipal en nommant un secrétaire de séance. Et si vous n'avez pas d'inconvénient, je propose que ce soit le Benjamin de l'Assemblée. Quelques instants encore, parce que Yannick va nous rejoindre. Et donc, c'est Sébastien Legard qui va annoncer les pouvoirs. Vous avez juste un micro, peut-être. Donc, on a Joël Secchini qui donne pouvoir à Elisabeth Pellegrini, Fort Marc qui donne pouvoir à Yves Durand, Annie Fraîche qui donne pouvoir à Tardiveau Delphine, Julie Fan Perrin qui donne pouvoir à Patricia Charrier. Bien, merci. Une amie qui n'a pas donné de pouvoir, parce qu'il arrive avec un peu de retard, mais ouais, bon, tant pis. Ok. Alors, la première délibération, c'est une délibération courante qu'on prendra à chaque fois, c'est d'adopter le, le compte-rendu du précédent conseil municipal. Non, pardon, c'est le relevé des décisions municipales. J'en ai pris connaissance. Il n'y a pas d'éléments particuliers, c'est du courant. On prend acte simplement des relevés des décisions municipales. Et la première délibération qui va nécessiter un vote, c'est l'adoption du procès-verbal du dernier conseil municipal, le conseil municipal d'installation, qui est tenu donc le 21 mars 2026. Voilà, je ne sais pas s'il y a des remarques ou des questions là-dessus.
n'y a pas de remarques, pas de questions, on peut se prononcer. Y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Bien, je vous remercie. Et on passe à la délibération numéro 3, qui est relative à l'adoption du règlement budgétaire et financier. C'est une délibération fortement recommandée, voire obligatoire. Et je pense que vous avez pris connaissance de ce règlement qui est assez bien étayé, en tout cas, assez détaillé, assez pédagogique même. Mais je vais laisser Denis en parler et nous présenter cette délibération. Oui, bonsoir, chers collègues. Le règlement budgétaire financier est obligatoire. C'est quelque chose qu'on doit mettre en place sur la collectivité. Donc, vous avez l'ensemble des mesures qui est détaillé dans l'exposé des motifs et qui fixe les règles qu'on va adopter et qu'on va suivre pour bien faire fonctionner toutes les finances de notre collectivité. Je ne sais pas si vous voulez une lecture plus détaillée de ce document ou si tout le monde en a pris connaissance et se l'est approprié. Sinon, au cours du mandat, on pourra l'appréhender tous ensemble plus finement. Voilà. On va vous demander, donc, si tout le monde en est d'accord, c'est de savoir qui est contre l'ensemble de ces règles, qui s'abstient et si merci, règlement adopté pour que l'ensemble des services communaux et des finances fonctionnent bien. Oui, je vous engage à le lire. Pour ceux qui ont assisté hier soir à la séance de l'appropriation, de l'acculturation sur le budget communal, ça reprend vraiment les mêmes éléments. Et voilà, c'est une approche un peu différente et c'est particulièrement bien fait. Donc, délibération suivante, il s'agit d'adopter le compte financier unique pour l'exercice 2025 pour le budget de la commune, CFU, qui remplace, pour ceux qui ont connu cette période passée, qui remplace le compte de gestion et le compte administratif. Désormais, c'est rassemblé dans un seul document qui s'appelle le compte financier unique. Et M. Denis Pascal, vous le présentez. Merci Pierre. Alors, comme Monsieur le maire vous l'a dit, on a aujourd'hui un compte financier unique, comme son nom l'indique, qui reprend ce qui était avant séparé en un compte que la commune établissait, un autre compte que le trésorier payeur établissait, avec des lourdeurs de gestion en fin d'exercice qui faisaient qu'on rapprochait les écritures et qu'il fallait qu'on aille chercher les petits écarts ou les petits centimes. Aujourd'hui, ça permet des gains de productivité et évite qu'on ait des distorsions qui apparaissent en fin d'exercice et ça simplifie le fonctionnement pour tout le monde, même si c'est un changement dans les méthodes, un petit changement, mais c'est quand même un gain qui est important. Ça nous évitera de voter plusieurs délibérations auparavant qui étaient l'adoption du compte de gestion et l'adoption du compte administratif. Donc, on passe maintenant à la présentation du compte financier unique et bien sûr à son adoption. Jean-Philippe et les services des finances ont préparé avec le DGS un petit diaporama qu'on peut présenter parce que c'est quand même le document qui retrace ce qu'il s'est passé en 2025 et tant sur la section de fonctionnement que la section d'investissement. Au niveau du fonctionnement, vous pouvez repérer qu'on a des dépenses sur l'exercice qui se sont élevées à 17 784 242 euros et des recettes à 21 813 592 euros. Ce qui est très intéressant, c'est d'observer l'écart entre les recettes et les dépenses, ce qui va nous permettre de dégager une épargne qui est conséquente. Vous avez bien entendu le détail des chapitres qui concernent à la fois les dépenses et les recettes, avec donc des montants réalisés que l'on peut regarder pour les plus importants comme étant bien sûr les charges de personnel en 0,12 à 10 503 285 euros. Les charges à caractère général représentent tout ce qu'on peut acheter pour faire fonctionner les services
3 203 920 € et d'autres charges de gestion à 2 316 719 pour les trois principales. Sur les recettes de fonctionnement, vous avez en chapitre principal en 731 les impositions directes, donc ce que la commune perçoit des impôts de ses habitants, à 12 435 677 €, suivi des impôts et taxes à 3 105 194 € et vous avez ce qui apparaît en 002, c'est le résultat de fonctionnement qu'on avait reporté au préalable dans le budget de fonctionnement et qui va intéresser une délibération qui suivra puisqu'on aura aussi à reporter le résultat sur l'année 2026. Voilà pour les grandes lignes de cette section de fonctionnement. Vous avez donc le slide qui présente l'excédent de fonctionnement qui est à 4 29 350 €. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il s'améliore nettement par rapport à l'année 2004, puisqu'il était en fin d'exercice 2004 à 2 697 000 €. Ça, c'est vraiment ce qui indique la bonne santé financière de la collectivité, ou en tout cas sa bonne trajectoire financière. Section d'investissement. On a des dépenses qui se sont élevées à 7 273 331 €. Je vous fais grâce des centimes à chaque fois. Et des recettes à 4 107 875 €. Nous avons dépensé principalement sur le chapitre 23 à hauteur de 3 728 485 € et également sur le chapitre 16 à hauteur de 1 657 332 € sur ce qui est les emprunts et les dettes assimilées. C'est en fait un remboursement du capital de l'emprunt. En termes de recettes, les recettes s'élèvent à 4 107 875 000 €. Donc, vous observez que là, on a un décalage qui fait qu'on aura un déficit à couvrir. Les recettes sont le résultat d'investissements qu'on avait reportés en passé, des dotations, les subventions qu'on reçoit, les éventuels emprunts que l'on pourrait faire et il n'y en a pas eu en 2025. Toutes ces opérations, les opérations patrimoniales qui mènent à 4 107 875 €. Donc, le slide récapitulatif qui nous montre un besoin de financement sur la section de 3 165 456 €. Pour rappel, en 2024, il était positif, mais c'est le résultat d'une opération particulière en 2024 qui avait permis la vente d'un foncier à l'Argile qui avait apporté 1 400 000 € à la commune, si je ne dis pas de bêtises. C'est normal de trouver un besoin de financement sur l'investissement. C'est généralement ce qu'on retrouve dans toutes les collectivités. C'est une situation très particulière en 2024. Ça ne veut pas du tout dire que la situation s'est dégradée. C'est simplement qu'il y avait eu cet impact particulier de la vente exceptionnelle de ce foncier à l'Argile. Vous avez un autre budget sur la commune qui est un budget très particulier qui, à ma connaissance, n'existe peut-être qu'à Montsartou, dans très peu de communes. C'est une volonté politique qui est déjà très ancienne, qui fait qu'on répercute quelques prestations aux habitants pour faire en sorte que les obsèques coûtent le moins cher possible au moment où chacun vit un moment douloureux. C'était un budget qui nous a été imposé il y a plus de 20 ans, je crois. Alors là, les élus de l'époque pourraient plus en parler que moi. C'est un budget que nous n'avions pas, mais l'État a imposé le fait que les obsèques soient payantes. Et donc, on les a fait payantes. Pierre, je crois que si tu dis pas de bêtises, à 1 €. Voilà, puisqu'il fallait faire payant, ben, on a mis 1 € pour la prestation, qui fait que ça génère quand même des petites recettes
sur les frais, les prestations que les employés municipaux réalisent lors des obsèques. Et à cela s'ajoutent d'autres produits qui sont la vente des caveaux et des concessions aux administrés. Donc, vous trouvez un budget très simple qui montre qu'on a très peu de charges, ce sont les 1485,30 €. On a reporté un résultat l'an passé de 20 833 € et on a eu des produits, des ventes à hauteur de 32 389,44 €. Rien ne bouge sur la section d'investissement et on reporte le résultat qui était déjà constaté. Vous avez les slides comme sur le budget principal qui sont présentés là et qui vous montrent zéro dépense d'investissement, quelques dépenses de fonctionnement très limitées, les recettes de fonctionnement et le résultat dans chaque section. Alors, on va procéder au vote. Alors, pour voter, que ce soit le CFU, la commune ou le banque finale, je dois sortir, pas influencer le vote de chacun d'entre vous, que puissiez faire ça en toute liberté. Et voilà, c'est la règle qui est présente. On vous tiendra au courant, monsieur le maire, du résultat. Alors, qui est contre l'adoption de ces deux comptes financiers uniques? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Adopté. À l'unanimité, Sans contre et sans abstention. Bien, on poursuit sur les aspects financiers avec l'affectation du résultat de fonctionnement, comme précisé Denis précédemment. Voilà. Alors, comme indiqué plus haut, vous pouvez observer que le résultat affecté donc, est de 4 029 350 €. C'est exactement le chiffre qu'on a présenté au CFU. Ce chiffre est à rapporter donc au déficit de la section d'investissement qu'on vous a présenté de 3 165 456 €. De ce fait, nous devons prendre en compte les restes à réaliser, c'est-à-dire les opérations comptabilisées dans l'exercice 2025, mais qui n'ont pas été encore constatées budgétairement dans les comptes, avec des dépenses d'investissement qui s'élèvent à 1 454 643 € et en recettes d'investissement à 2 973 799 €. Ce qui veut dire que nous avons un solde des restes à réaliser positif de 1 519 155 € que nous rapportons au déficit à couvrir, qui fait qu'on a un besoin de financement résiduel à hauteur de 1 646 300 €. Nous vous proposons donc de couvrir ce besoin de financement de la section d'investissement par une affectation de 1 700 000 €, le reste de ce résultat de 4 millions et quelques étant reporté en fonctionnement. Chapitre 002. Si pas d'abstention, pas de vote contre, merci. Même chose avec les pompes funèbres. Nous retrouvons exactement la même délibération pour le petit budget des pompes funèbres, avec une affectation également du résultat à réaliser. On reprend les chiffres qu'on vous a présentés plus haut, c'est-à-dire un résultat affecté de 51 739 €, un résultat d'investissement de 19 000 €, et nous vous proposons donc de l'affecter de la même manière suivante, c'est-à-dire, je peux le faire de tête, c'est-à-dire de reporter les 19 000 € en investissement et les 51 739 € sur la section de fonctionnement au 002. Qui s'abstient, qui est contre?
Personne, merci. Unanimité. Bien, on passe à la suite. C'est une délibération récurrente qu'on prend chaque année. C'est le bilan des acquisitions et des cessions pour l'année 2025. Vous allez voir, il y a 2 acquisitions et une cession. Et c'est Denis, encore une fois, présente cette délibération. Je te laisse la parole. Oui, alors c'est une délibération obligatoire, hein, qui est une information que les élus doivent avoir chaque année en fin d'exercice ou au début du suivant. Donc, on rappelle les acquisitions qui ont été faites et celles qui ont eu lieu. Donc, sur la route de Tiragon, il y a section BB 168, une parcelle de voirie qui a été achetée par la commune pour 1 300 €. Et au chemin d'Anartassière, la traverse du Gambadou, parcelle section BC 182, une superficie de 56 mètres carrés pour donc une cession à l'euro symbolique qui a été faite à la commune. Du côté des cessions, ce dont la commune donc s'est séparée, c'est à la zone de l'Argile, la section BV 124, une parcelle composée de stationnement pour véhicules légers d'espace vert et d'une partie de voirie de 228 mètres carrés pour un montant de 73 836 €. C'est une simple information, il n'y a pas besoin de vote. Très bien. Et on passe au projet de délibération suivant, la délibération numéro 9, qui concerne le débat d'orientation budgétaire. Donc, un exercice préalable au budget donnera les grandes orientations et je crois qu'il y a un diaporama associé. Et voilà, je laisse Denis présenter les choses. Alors, le rapport d'orientation budgétaire, c'est le document préalable au vote du budget qui doit donner une information suffisante à l'ensemble des élus au conseil municipal pour pouvoir prendre des décisions éclairées et se projeter dans un contexte connu. Raison pour laquelle nous rappelons tout ce qui s'est passé en 2025. Que ce soit sur le budget communal et le budget des pompes funèbres. La situation financière, vous la connaissez, on a dégagé un excédent de 4 millions, un peu plus de 4 millions d'euros. C'est, comme vous pouvez le remarquer, une progression constante. Si on devait se projeter sur les années antérieures, vous le verrez, on peut voir qu'il y a vraiment un effet positif qui s'est opéré depuis 4 à 5 années. Vous avez le détail des dépenses de fonctionnement avec donc en forme de camembert les dépenses de personnel qui sont toujours la part principale à 10 500 000 €. Un fort investissement de la commune en direction des associations et du CCAS, puisqu'on est à 1 839 000 € de subvention à cet organisme et à l'association. Enfin, les charges de fonctionnement des services et les intérêts de la dette, puisque le capital passe en investissement, mais les intérêts de la dette passent, eux, sur le budget de fonctionnement. L'intérêt de la dette à 435 000 € en 2025. Sur les recettes, vous pouvez repérer ce qu'on a dit tout à l'heure, la fiscalité directe qui représente pas loin de 50% de nos recettes. Les autres impôts et taxes qui sont principalement l'attribution de compensation de la CAPG qui est faite, c'est la valeur collectée au moment où on est passé dans le PCI à la CAPG et y compris les transferts qui ont pu se faire successivement depuis, plus les droits de mutation. Donc, une recette, on va dire, connue et certaine, c'est 2,9 millions, mais non dynamique puisqu'elle n'évolue pas. Des droits de mutation qui sont une variable qui évolue au fil des années et des opérations de vente sur la commune qui se réalisent. Les ressources propres, ce sont les ressources liées à nos services, donc la restauration scolaire, la garderie, le cinéma sur la délégation et l'ODP,
et l'ODP. Ah, oui, l'occupation du domaine public, pardon. Voilà, et l'ODP. Donc, tout ce qu'on a comme recette pour les marchés ou les réservations de places, etc. Enfin, les participations extérieures, c'est-à-dire les subventions, mais les subventions qui ne participent pas au patrimoine, mais qui participent à financer des actions telles que la CAF, en particulier le centre de loisirs ou les actions jeunesse ou le périscolaire. Alors, c'est sans doute la diapo qui est la plus parlante et la plus marquante pour montrer la bonne dynamique du budget communal au travers des 10 derniers exercices. Vous avez en rouge la courbe des recettes de fonctionnement. Vous avez en dessous, en noir, la courbe des dépenses de fonctionnement. Et vous avez en bas l'excédent qui est dégagé, c'est-à-dire le résultat qu'on a présenté juste avant de 4 millions d'euros, un peu plus de 4 millions d'euros. Vous pouvez vous rendre compte que cette courbe était assez stable des années 2014 à 2018, un petit pic en 2019, un gros creux au moment du Covid 2020-2021, donc une vraie difficulté sur la capacité à dégager un excédent de fonctionnement, mais une trajectoire qui se redresse considérablement et est très marquée sur la courbe, puisque de 2021 à 2025, on progresse et on atteint un résultat d'excédent de fonctionnement inégalé depuis 10 ans. Ce sont ces 4 millions d'euros qui sont dégagés. Donc une trajectoire qui est excellente depuis l'année 2021. Vous avez plus en détail, année par année, l'épargne rapprochée du remboursement du capital de la dette et donc l'épargne nette. C'est un autre tableau qui est peut-être un peu plus précis sur la qualité des finances communales, puisque vous avez d'un côté l'épargne, c'est ce qu'on a retrouvé dans le tableau d'avant en ligne bleue bas, et rapproché de ce qu'on rembourse chaque année en capital et qui nous fait un delta entre les deux et qui nous donne une épargne nette. C'est-à-dire qu'on a parlé jusqu'à présent d'une épargne brute, c'est ce qu'on dégage sur la différence entre recettes et dépenses de fonctionnement, mais maintenant on parle d'un autre indicateur qui est l'épargne nette qui se calcule une fois qu'on a remboursé le capital de la dette. C'est en fait ce qui nous reste une fois qu'on s'est désengagé de ce qu'on doit payer annuellement en emprunt. Donc cette notion d'épargne nette que vous voyez donc en violet a une lecture qui forcément se rapproche de l'épargne brute, mais qui montre quand même des impacts et des années qui ont été particulièrement délicates, puisque nous avions une épargne nette négative en 2015, en 2017, en 2020, un très gros creux en 2021, un petit, ça se redresse en 2022, et enfin une trajectoire qui montre une épargne nette positive qui nous permet vraiment de dégager de la marge de manœuvre sur les investissements et qui améliore nos ratios quand on calcule l'épargne au regard de la dette qui reste à rembourser. Donc ce tableau est une analyse plus fine de ce qu'on a montré au-dessus, mais si vous regardez la trajectoire bleue et la trajectoire violette, vous apercevez qu'on est dans des années où les choses s'améliorent sensiblement. Pour rappel, vous avez bien sûr le budget principal et le besoin de financement qui apparaît en investissement avec le résultat en fonctionnement. Pardon, les recettes et les dépenses d'investissement et le résultat qui en découle. Vous avez maintenant le détail des dépenses d'investissement qui montre qu'on est principalement sur des dépenses d'équipement. On a un remboursement du capital de la dette à 1,66 000 €. C'est vraiment ce qu'on déduit de la dette en cours sur l'exercice. Des opérations d'ordre, il ne fait pas trop attention,
c'est pas forcément des opérations qui intéressent directement ces comptables. Et donc, on va vous expliquer, vous montrer à quoi ça a servi d'engager la commune sur ces sommes-là. Ça a été des travaux aux ateliers pédagogiques à hauteur de presque 130 000 euros. C'est bien sûr l'opération du cœur de ville qui s'est poursuivie et qui va se poursuivre en 2026 à hauteur de 2 200 000 euros. Des travaux dans les écoles pour presque 360 000 euros. La voirie communale à hauteur de 244 000 euros, des acquisitions de matériel pour les services à hauteur de 403 000 euros, et enfin la modernisation de l'éclairage public à presque 447 000 euros. Comment tout cela a été financé? Nous avions des ressources propres, c'est ce qu'on perçoit, c'est le FCTVA, c'est la TVA que l'État nous rembourse de l'exercice précédent, c'est la taxe d'aménagement que la commune perçoit sur les opérations d'urbanisme qui sont réalisées, un autofinancement de la commune à hauteur d'1 million d'euros, et après vous avez les opérations d'Europe qui sont exécutées. Bien sûr, quelques subventions qui sont apportées, alors pas des subventions de fonctionnement, là on parle de subventions d'investissement puisqu'elles sont données à des organismes, non pardon, c'est les recettes, donc subventions de divers organismes pour réaliser ces opérations, dont les amendes de police qui sont affectées obligatoirement à des opérations visant à la sécurité sur la route, la sécurité routière. Et pas d'emprunt en 2025, ce qui a permis de désendetter un peu plus la commune. L'encours de dette, son évolution, vous pouvez voir la trajectoire de 2014 à 2025, un niveau de dette élevé près de 17 millions d'euros qui ne cesse, à quelques exceptions près, de se réduire pour arriver à un tout petit peu plus de 10 millions d'euros en 2025. On peut vous donner un détail avec donc le nombre de prêts, c'est 20, le taux moyen 4,04%, la durée résiduelle moyenne, c'est 7 ans et 7 mois. Pour certains, on a pu faire une petite analyse un peu plus fine de comment cette dette allait évoluer dans les années qui suivent. Et le désendettement qui est constaté depuis 2014, c'est quand même 6,2 millions d'euros en moins. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les perspectives des budgets à venir. Le détail de cette dette, alors, qui est principalement en taux fixe, donc des taux moyens que vous pouvez lire à 2,08%. Ce sont des taux qui sont intéressants. Quelques taux variables qui sont un taux moyen légèrement supérieur à 3,16%. Et malheureusement, quelques taux structurés. La commune, comme énormément d'autres collectivités, a souscrit des emprunts qui étaient proposés par la Banque des collectivités territoriales, et c'est le pire qu'on ait pu nous proposer, et donc des emprunts qui ont des évolutions de taux qui sont non maîtrisables et qui cette année était à 8,79 et qui vont continuer pour certains à grimper et qui vont concourir à ce qu'on ait quelques charges supplémentaires en fonctionnement. La capacité de désendettement, c'est un ratio qui indique en combien de temps nous pourrions rembourser notre dette si nous mettions la totalité de notre épargne à cet effet. Donc, évidemment, plus notre épargne augmente, plus notre dette baisse, plus ce ratio est de qualité. Nous avons donc le pic de 2021 qui apparaît, qui correspond à ce qu'on a pu voir dans les courbes précédentes.
mais un taux donc, qui est à 3,4 années pour rembourser notre dette si nous y consacrions la totalité de notre épargne, ce qui est un très bon chiffre, un chiffre qui en plus s'améliore et qui peut être comparé à la moyenne d'autres collectivités qui nous place en deçà de de la moyenne, en tout cas, des collectivités de la même strate. Que va-t-il se passer en 2026? On a le report de l'excédent qui est à hauteur de 2,3 millions, la fiscalité qui augmente peu. C'est lié d'une part au fait que les bases fixées par l'État est à 0,8% et que nos bases locatives n'augmentent pas ou peu. On a des droits de mutation qu'on estime qu'ils vont se maintenir quand même à une hauteur intéressante. Des dotations et participations à hauteur d'1,3 million et des ressources propres sur l'occupation du domaine public et nos services à hauteur de 1,055 million euros, 550 000 euros. La fiscalité, vous pouvez observer qu'elle se contracte. Elle était à 10 178 000 euros. On attend un produit fiscal à 10 161 000 euros. C'est ce que l'État nous a fait connaître à ce jour. Se répartissant de la manière suivante, la taxe sur le foncier bâti, la taxe principale que touchent les collectivités territoriales aujourd'hui, 84%, à hauteur de 8 531 000 euros. Vous avez derrière le non bâti, mais qui représente une part totalement mineure. Les taxes d'habitation sur les résidences secondaires à hauteur de 1 million, un peu plus d'1 million d'euros. Et la majoration qui a été inscrite sur la commune, qui rapporte 471 850 euros. À taux constant, voilà. C'est-à-dire que c'est avec une décision du conseil municipal qui a fixé les mêmes taux en 2025, on rappelle à 28,59% pour le foncier bâti, 60,68% sur le non bâti et 14,89% sur les taxes d'habitation. Vous observez les produits qu'on a qui est beau et la revalorisation mécanique 0,8%, c'est indexé sur l'inflation aujourd'hui, c'est un chiffre qui est prévisible ou en tout cas calculé de manière automatique. Et ce résultat de 10 240 000 euros. C'est peut-être le plus important de ce slide, c'est qu'est-ce que rapporterait une augmentation des taux de 1%. 1% d'impôt serait 100 000 euros. C'est important de se projeter pour se dire que si on fait un parallèle avec le remboursement, l'intérêt des emprunts qui sont à, mettons, entre 400 et 500 000 euros, si on se désendette, si on arrive à faire baisser ces intérêts de la dette, ça peut représenter, si on arrive à zéro, 4 à 5 points d'impôt. Quand on sait ce qu'est l'impact des impôts pour la population et ce qu'est l'acte politique d'augmenter les impôts, ça peut être un raisonnement qui peut être intéressant de rapprocher ce que rapporte 1% d'impôt au regard de ce que sont certaines dépenses sur lesquelles on peut travailler. Sur les dépenses de fonctionnement, nous avons des charges à hauteur de 3,3 millions. Les charges de personnel, comme on a dit, sont 60% de ces dépenses à 10 950 000 euros. On pourra discuter de l'écart avec l'année 2025. Les subventions aux associations qu'on prévoit de maintenir à un niveau élevé à 670 000 euros. L'aide au CCAS de 1 650 000 euros qui augmente, mais c'est en raison
d'un exercice non passé où la totalité de la subvention votée n'a pas été versée. Donc, on pourrait considérer qu'il y a une forme de rattrapage avec l'exercice 2025. Et toujours une épargne prévisionnelle qu'on espère pouvoir dégager entre 2,3 et 2,9 millions d'euros. Les dépenses de personnel, puisque c'est quelque chose qu'il faut regarder de près, c'est la plus grosse dépense de fonctionnement, estimée à 10 950 000 euros, on était à 10 500 000. Donc, qu'est-ce qui explique cette importante augmentation? C'est déjà 3 points de retraite CNRACL qui s'imposent à nous sur l'exercice 2026. C'était déjà 3 points de plus en 2025. Ce sera encore 3 points de plus en 2027 et en 2028. Donc 12% sur les cotisations qui impactent directement nos fiches de salaire. Ce qui fait un effet aujourd'hui dont on doit tenir compte, puisqu'on est à 140 000 euros simplement résultat de la hausse des cotisations patronales qui ont été décidées pour l'année 2026. Nous avons également les recrutements qui étaient en cours en 2025 qui n'ont pas pu être faits, faute de candidatures, tout simplement de candidatures ou de candidats pouvant répondre au profil de poste. Donc, c'est des postes qui étaient à pourvoir et qui le seront très certainement pour la plupart en 2026. Donc, ils font qu'on a une augmentation de 160 000 euros. Enfin, un glissement vieillesse technicité, on va dire que c'est la traduction normale des agents qui évoluent dans leur carrière avec des changements de grade, des évolutions d'échelon qui ont un impact sur la masse globale de légère augmentation et à 100 000 euros. On prévoit bien entendu la dépense maximale et on pourrait améliorer ce chiffre en cours d'année. L'autofinancement sur l'investissement, donc entre 4 et 4,5 millions d'euros. Les ressources propres ont réimpact, donc bien sûr les recettes du FCTVA, TVA de l'exercice 2025 qui nous est partiellement remboursé par l'État, la taxe d'aménagement qu'on retrouve, les subventions de l'État, de la région, du département et d'autres éventuellement l'agence et compagnie, 1 300 000 euros, et un emprunt estimé cette année entre 1 million et 3,5 millions d'euros. On devra travailler d'ici le vote du budget pour proposer quelque chose qui tienne compte des demandes et des besoins des services et des arbitrages que les élus feront d'ici là. C'est vraiment le chiffre sur lequel il faut qu'on améliore la situation ou qu'on décide d'investissements qui nous paraissent indispensables. Les dépenses d'équipement porteraient sur les travaux bâtiments à hauteur de 2 millions d'euros, les travaux de voirie et réseau à hauteur d'1 million d'euros, le projet cœur de ville suite et fin sur la partie construction à hauteur de 1 400 000 euros. C'est l'APCP qui avait été voté, je ne sais plus en quelle année, mais ça doit déjà faire 3 ou 4 ans qu'il a été voté. Et c'est la conclusion de cette APCP, autorisation de programme crédit de paiement, qui s'est réparti sur plusieurs exercices, mais dont le montant initial n'a pas été révisé à la hausse. Et l'opération aménagement à bord cœur de ville, c'est ce qui vient après le projet bâtiment et c'est le gros investissement qui est proposé sur les abords avec la végétalisation d'une grande surface côté de ce bâtiment, à hauteur de 1 700 000 euros, sachant que c'est un programme d'aménagement qui se ferait sur 2 exercices. La principale partie serait en 2026, un solde résiduel se ferait en 2027 à hauteur de, je crois de mémoire, environ 700 000 euros.
La continuité de la politique avec les énergies renouvelables à hauteur de 227 000 euros pour l'équipement photovoltaïque sur divers bâtiments associés à la consommation qui pourrait être partagée sur plusieurs bâtiments et l'acquisition de matériel et mobilier à hauteur de 550 000 euros, plus des acquisitions de véhicules pour les services, remplacement des véhicules les plus anciens avec bien sûr des véhicules écologiquement plus performants. Vous avez les autres dépenses d'investissement, bien sûr, le remboursement du capital de la dette. Vous voyez un impact qui reste élevé à 1 074 000 euros. Un solde d'exécution de la section d'investissement à 3,1 millions d'euros. La conclusion de cette présentation, on reste sur des investissements importants puisqu'on est sur la conclusion d'une opération principale en cœur de ville qui a un impact important sur le budget. Une optimisation des ressources et des sources de financement. On est toujours à l'affût des moindres subventions qui se présentent à nous pour essayer d'impacter le moins possible le financement communal. On a une capacité d'autofinancement, comme on vous l'a dit, sur le résultat depuis 4 ans, qui est en nette progression. Malheureusement, des dépenses de fonctionnement qu'il va être difficile de limiter parce qu'on a aussi un impact avec l'énergie qui va forcément nous toucher. C'est la crise actuelle que l'on rencontre tous dans l'électricité, le gaz, le pétrole qui vont nous coûter plus cher en même temps que les décisions de l'État sur les salaires, mais des recettes qui restent dynamiques quand même et qui nous permettront de faire face à tous ces enjeux. Merci, monsieur le maire, à vous. Oui, merci beaucoup, Denis, pour cette présentation claire. Alors, comme son nom l'indique, c'est le débat d'orientation budgétaire, donc il nous appartient de vous prononcer sur ce qui a été présenté. Si je puis dire juste un petit mot, ça a été souligné à plusieurs reprises, la bonne santé, on va dire, des comptes de la commune, c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit de ce qui a été fait sur le mandat précédent, et je tiens à remercier l'équipe qui a participé de façon très active à ce que les comptes soient redressés. Vous avez vu que c'est une trajectoire qui est très vertueuse. Ce qui compte, c'est de maintenir évidemment cette trajectoire. Donc, je tiens vraiment à souligner le travail qui a été fait à la fois par les agents, parce qu'ils ont participé à cet effort. Ça n'a pas été toujours simple, par le contrôle de Christophe qui a participé à tous les arbitrages budgétaires, et en particulier au niveau du fonctionnement, quand il s'agit de dire non, c'est jamais très facile. Il a fallu dire non beaucoup de fois sur les recrutements, sur l'achat de matériel, sur concerne le fonctionnement. Et voilà, donc c'est une volonté qui a été portée tout au long du mandat précédent, qu'il va falloir continuer à poursuivre, évidemment. Parce que, comme l'a dit Denis, on est aussi dans un contexte assez incertain, du point de vue, sur le plan international, crise actuelle avec inflation sur l'énergie. On ne sait pas du tout de quoi demain sera fait. Donc, il faut vraiment nous préserver, nous prémunir de toute mauvaise surprise. Et malheureusement, on est à peu près certain qu'on va en avoir. Et puis, maintenir cette vigilance, dégager autant que faire se peut des marges pour ce qui nous concerne. Et voilà, c'est un travail, je voudrais vraiment insister là-dessus, un travail collectif qui a été porté par les élus, par les agents, par les collectifs, et voilà, dans la coopération et dans l'intérêt général, dans l'intérêt de la commune. On en a ici les fruits, mais voilà, on n'est pas rendu. Il faut continuer à avoir ce pouvoir de vigilance, de réduire au maximum les frais de fonctionnement et d'aller chercher évidemment toutes sources de financement possibles auprès de nos partenaires. Ça a été bien montré il y a 2 cours qu'il faut essayer d'écarter au maximum pour dégager le
l'autofinancement le plus élevé possible pour être moins dépendant des aléas divers et variés qu'on a connus par le passé et que malheureusement, nous allons encore connaître. Donc, encore une fois, merci à toute l'équipe précédente qui a œuvré de façon très efficace à ce niveau-là. Moi, je veux bien dire un mot sur la difficulté qu'on a aussi avec l'État qui rend les finances des collectivités très, très compliquées. Vous vous souvenez bien sûr de l'arrêt de la taxe d'habitation, hein, qui nous enlève cette dynamique de recettes et qui coupe le lien des habitants avec la collectivité et les services, hein, puisqu'un locataire ne paye plus aucune taxe à la commune, à part les ordures ménagères peut-être. Denis a bien montré que, par exemple, l'augmentation du budget personnel passe par des augmentations de cotisations sur les retraites et cette augmentation va continuer encore pendant 2 ans. L'année dernière, on avait eu le Dilico à hauteur de 150 000, je crois, hein, captation sur notre budget par l'État pour diminuer sa dette, qui devait commencer à rembourser, qui ne rembourse pas. Notre dotation globale de fonctionnement qui est à 0 depuis quelques années. Alors, c'est vrai que du coup, on va chercher beaucoup de financements extérieurs, dont certains sur des programmes de l'État, comme le Fonds vert. Et le Fonds vert sera très diminué cette année. Savoir qu'il y avait des financements pour les projets alimentaires territoriaux. Cette année, les projets alimentaires territoriaux, l'État a mis 0 € dessus pour tous les PAT opérationnels. Donc, en fait, les mauvaises nouvelles de l'État envers les collectivités sont immenses. Et bon, il faut qu'on... moi, je travaille pas mal au niveau de l'AMF sur l'alimentation. Pierre et l'Association civile de France, toutes les associations d'élus portent une demande de nouvelle fiscalité pour le financement des fiscalités, puis peut-être une plus grande autonomie. On ne dépend pas tout le temps des décisions de l'État qu'on n'arrive pas à anticiper d'ailleurs. Hein. Des fois, la loi de finances se fait des moments et on doit anticiper. Donc c'est une vraie difficulté. Du coup, ça nous conduit effectivement à être encore plus prudents sur nos budgets. Voilà, c'était juste un commentaire un peu plus large que sur la commune. Pour continuer sur le budget, sur les participations extérieures à la commune, qu'on puisse s'en sortir, je tenais à souligner que depuis quelques années, les départements nous aident beaucoup, nous soutiennent beaucoup dans nos projets d'investissement et aident les associations aussi de Montsartou pour être très correctement. Donc, je vous tenais à le signaler parce que c'est un partenaire important de notre collectivité et pourvu que ça dure. Bien, je ne sais pas s'il y a d'autres interventions sur ce sujet. Oui, le débat, nous débattons sagement, mais studieusement. Donc, je vais réitérer encore mes remerciements à toute l'équipe qui a bossé, service des finances, a fait le job avec mon adjoint Christophe et l'ensemble des services qui ont serré la ceinture. Ça n'a pas été simple, je le répète, hein, c'est des moments assez douloureux, c'est gérer les frustrations. C'est beaucoup plus facile de gérer les projets, de gérer des ambitions que de frustrations. Voilà. C'est compliqué, ça le sera encore, mais je pense qu'on vous a fait un tableau, vous adressez un tableau assez réaliste et assez prudent. Hein. Il faut vraiment être prudent, il ne faut pas trop s'emballer. Je suis désolé pour les nouveaux venus. Non, ça fait partie de l'exercice. Et on est tous logés à la même enseigne. Hein. Les collectivités, ça a été dit, vont participer au redressement des comptes publics. C'est pas récent et ça va continuer parce que les comptes publics sont toujours pas redressés. Et je ne sais pas quand ils le seront. Ouais. Intervention. Et,
prendre acte que ce débat a tenu et adopté, donc, adopter le rapport. Je ne sais pas s'il y a des oppositions, des abstentions. Merci encore pour le travail qui a été fait. Eh bien, nous continuons les délibérations avec la délibération numéro 10, une délibération aussi rituelle en début de mandat. C'est pour déléguer, c'est la délégation du conseil municipal au maire en application des dispositions du CGCT. En gros, pour faire simple, je ne vais pas vous lire l'ensemble des délégations, mais c'est par souci d'efficacité, le conseil municipal, donc nous ici, vous déléguez au maire un certain nombre de possibilités qui, je ne sais pas si vous les avez lues, touchent à peu près à tous les domaines qui concernent la commune. Il y en a une trentaine, 31, et deux autres ont été rajoutés, la 30e et la 31e, c'est une nouvelle délibération. Mission non-valeur des titres d'un montant inférieur à 200 € et autoriser des mandats spéciaux pour les membres, pour que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer. C'est par souci d'efficacité. Alors, ça ne veut pas dire que le maire, dans son coin, il va décider tout seul de tout ce qui a été écrit là-dedans. C'est simplement qu'on ne sera pas obligé de passer en conseil municipal. Avec le passage en conseil municipal, une certaine lourdeur administrative. Il faut prévoir de faire un conseil, d'envoyer des délibérations. Il y a tout un délai incompressible qui, si on devait à chaque fois passer en conseil municipal, alourdirait singulièrement le fonctionnement de notre administration. Elle a déjà des lourdeurs inhérentes. Donc là, c'est une facilité qui est donnée pour alléger ce fonctionnement. Donc, je ne sais pas si vous voulez rentrer dans le détail, vous avez des questions sur l'ensemble des possibilités qui sont offertes au maire. Je le répète encore une fois, des choses qui ne passeront pas en conseil municipal, mais qui seront débattues lors des assemblées conseil non public, si je puis dire, conseil de majorité, par exemple. Voilà, je ne sais pas si y a-t-il des remarques ou des questions. Sinon, on peut passer au vote. Y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Eh bien, je vous remercie. Alors, on poursuit avec la désignation des représentants au conseil d'administration, au centre communal d'action sociale, au conseil d'administration. La commune va proposer, alors d'abord, tout d'abord, est-ce que vous êtes d'accord que le vote se fasse à main levée? Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Vous n'avez pas l'urne, c'est bien embêté. Donc, merci. Je crois pas, hein, on l'avait prévu, non? Ouais, d'accord. Bien, on va éviter ça. Donc, voilà, le conseil municipal peut proposer 8 membres élus au conseil d'administration. La liste des personnes pressenties s'affiche. C'est Mme Allegrini, Mme Secchini, Mme Degri, Mme Pêche, Mme Cartman, M. Garve, Mme Subilo, Mme Tardiveau. Et ensuite, il y aura 8 membres non élus qui sont en fait, des associations représentatives du champ social qui ont été, qui ont fait acte de candidature et qui seront installés lors du prochain conseil d'administration du CCRS. Y a-t-il des abstentions ou des oppositions dessus? Je vous remercie. Alors, la directrice du CCRS m'a dit de bien préciser les dates. Vous recevrez les convocations, mais de façon à anticiper un petit peu les choses. Le prochain conseil d'administration du CCS, c'est le 9 avril à 18 h. Le suivant sera le 13 avril, toujours à 18 h. Et le troisième sera le 27 avril à 18 h. Ce qui se passe au CCAS dans la salle du rez-de-chaussée. Ensuite, délibération numéro 12. Alors, c'est une partie des délibérations concernant la constitution des commissions communales.
lors du prochain conseil municipal, nous allons aussi nous prononcer sur d'autres commissions. Celles-ci, c'est des commissions obligatoires, à part la commission du personnel, mais néanmoins, on la passe aujourd'hui. Donc, 3 commissions vous sont proposées avec des membres qui sont aussi proposés. Là, encore une fois, je propose de les voter à main levée pour éviter d'aller chercher l'urne. Donc, une première commission, c'est la commission du personnel. Se sont proposés Mme Allegrini, M. Faure, Mme Fraîche, M. Pascal, Mme Patuca-Bourget, M. Perrol, M. Tramy et M. Willem. On vote globalement sur les 3. Ouais, ok, d'accord. Commission d'appel d'offres, commission obligatoire. Non, des membres titulaires. Mme Allegrini, M. Chalier, Mme Charlier, M. Faure, M. Willem. Et puis des suppléants, M. Padra, M. Durand, M. Pascal, M. Perrol et M. Tramy. Et enfin, la dernière commission, commission d'accessibilité aux personnes en situation de handicap, composée de 4 personnes, Mme Charrier, Mme Fraîche, M. Tramy, M. Willem. Voici la proposition qui vous est faite. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Bien, je vous remercie. Délibération numéro 13. Ça concerne la commission communale des services publics locaux et la constitution de cette commission. C'est une obligation pour les communes de plus de 10 000 habitants. C'est pour les délégations de services publics qui sont en place sur la commune. Nous en avons 2, une avec le cinéma, l'autre avec la scène Hauts-de-Mons. Et nous avons l'obligation de désigner les représentants du conseil municipal qui vont siéger à la CCSTL. La proposition qui vous est faite, c'est de désigner M. Esqueri, Mme Gourdon, Mme Cartman, M. Mandel, M. Tramy, et de désigner 2 représentants des associations locales, à savoir Lumière d'Étoile, qui est une association mansoise, et CLCV 06, qui est une association de consommateurs, de consommation, au logement et cadre de vie. Voici la proposition qui vous est faite. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Bien, je vous remercie. On passe à la délibération suivante. C'est pour les membres qui vont siéger au syndicat d'ingénierie pour les collectivités territoriales et innovantes des Alpes-Maritimes et de la Méditerranée, SICAM. Il nous appartient de désigner des délégués. Alors, le SICAM a récupéré dans son escarcelle le DEG, qui était le syndicat qui gérait la distribution publique d'électricité. Et nous vous proposons de nommer à l'Assemblée générale M. Faure en tant que titulaire et M. Padra en tant que suppléant, c'est bien ça? Parce qu'il y a écrit 2 fois titulaire. D'accord, bien. Et ensuite, pour ce qui concerne la distribution publique d'électricité, toujours pareil, M. Faure, alors pour le coup en titulaire, et M. Badra en suppléant. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. On passe à la délibération suivante. C'est pour les représentants au collège de la Chênaie. Les délégués, ils vont représenter la commune au conseil d'administration. Ils vont proposer de désigner M. Astieri, Mme Subilo comme représentants titulaires et Mme Patricia Bourget et Mme. Alors, c'est pas Tardiveau, mais qui m'avait dit que c'était Allegrini. Ah oui, pardon, je n'ai pas le bon document à jour. Et Mme, ça y est, voilà, projection est à jour, pardon. Donc, Mme Allegrini. Et y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Et enfin, dernière délibération numéro 16. C'est pour la Société d'économie mixte locale Hauts-de-Mons, la SEM de Mons, la désignation des représentants de la commune au sein de l'Assemblée générale, des actionnaires. Alors, c'est les représentants de la commune.
la communauté d'agglomération qui est majoritaire désignera prochainement les représentants de la communauté d'agglomération, en espérant qu'il s'agisse des élus monsois, d'ailleurs un accord politique. Je l'ai dit déjà pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, pas de quiproquo, c'est bien les monsois qui siégeront au conseil d'administration. Hein. Donc, et de désigner pour ce qui concerne la commune, M. Tramy comme représentant permanent à l'Assemblée générale des actionnaires, et de désigner comme mandataire, représentant la commune de Montsartou au conseil d'administration, donc M. Tramy, M. Bouissou et M. Willem. Voici. Est-il des abstentions ou des oppositions? Eh bien, voilà, je vous remercie. Ce conseil municipal, deuxième de cette mandature, est terminé. Merci de votre présence, de votre participation. Et puis, nous nous retrouvons le 23 avril, 18h30, ici même, pour la suite. Merci infiniment, merci de votre présence et à très vite.